Bonjour, aujourd'hui nous sommes ensemble pour faire une prise en main du nouvel Actros 5. Alors vu les nouvelles technologies qui sont présentes sur ce véhicule, nous avons fait une petite vidéo qui va pouvoir vous aider lors de la prise en main du véhicule, mais aussi dans le futur, ce qui veut dire vous allez commencer à rouler avec. Vous aurez toujours l'opportunité les premières semaines de regarder à nouveau votre film pour avoir toutes les informations nécessaires à la bonne utilisation de ce nouvel Actros. Premièrement, nous allons d'abord regarder et effectuer le tour de ce véhicule pour voir ce qu'il faut savoir de son extérieur. Nous avons, comme dans le modèle précédent, nous avons deux marches qui permettent l'accès au pare-brise. Vous voyez que nous avons deux mains courantes pour éventuellement aller nettoyer les pare-brises et le rétroviseur en haut. Nous avons ensuite la calandre qui s'ouvre dans les deux coins. Nous verrons beaucoup mieux les verrous lorsque la calandre sera ouverte. Donc on voit bien ici à l'ouverture de la calandre, on a juste deux clapets à ouvrir de chaque côté. Ensuite, que dois-je savoir par rapport à ce qui se trouve derrière la calandre? J'ai ici le remplissage du liquide de lave-glace. Nous avons aussi le remplissage du liquide de refroidissement et le remplissage d'huile. Chez Van Migem, ces deux éléments-là, ils se feront certainement au garage. De plus, nous avons un raccord externe aux batteries, étant donné qu'elles se trouvent dans le châssis du véhicule. Nous avons un pôle négatif qui est de couleur noire et nous avons un pôle positif qui est de couleur rouge. Donc au cas où il faut brancher des câbles, c'est à cet endroit-là qu'on les branche. Avant de passer à l'intérieur du véhicule, il est quand même important de savoir comment ces véhicules ont évolué les 30 dernières années. Et pour cela, je t'invite 5 minutes dans une salle. Regarde bien ces photos. C'était ton environnement de travail il y a un peu plus de 20 ans. Comme tu peux le constater, les choses ont beaucoup changé, ce qui demande d'autres exigences par rapport au passé. Avant, le métier de chauffeur était beaucoup plus physique. À l'heure actuelle, nous avons besoin de plus de connaissances afin d'exploiter au maximum toutes les technologies présentes sur ce véhicule. Voyons maintenant quelles sont les différentes phases de la conduite. Nous avons 3 phases. La première phase, quand on part ici de Saintes, au rond-point, on tourne à droite généralement, et qu'est-ce qu'on fait? On accélère. C'est bien entendu, cette phase d'accélération, c'est la phase qui va nous coûter le plus cher. Ensuite, une fois qu'on atteint une certaine vitesse, on essaye de la stabiliser au mieux possible. Malheureusement, cette vitesse, il y a certaines choses en cours de route qui vont avoir de l'impact sur cette stabilisation, dont par exemple le relief qui va avoir de l'impact. Nous allons trouver sur la route, bien entendu, du trafic. Nous avons aussi tout ce qui est infrastructure, ce qui veut dire qu'on a sur la route des ronds-points, des agglomérations, des casse-vitesses. Donc nous allons aussi devoir gérer la phase et la dernière phase en fait de la conduite, qui est la phase de décélération. Cette phase de décélération est basée sur la chose la plus importante pour la conduite, le regard. Donc lorsque l'on voit certaines choses qui vont avoir de l'impact, le but c'est quoi? Le but c'est qu'on essaye de anticiper. Nous connaissons tous ce mot. Évidemment, ça nous demande beaucoup de concentration. La bonne nouvelle, c'est que maintenant sur l'Actros 5, nous avons un système appelé PPC, qui est la gestion anticipative de la chaîne cinématique. Mais en fait, le véhicule connaît le relief de la route. Il connaît aussi les virages, il connaît les infrastructures, donc où se trouvent les ronds-points, où se trouvent les agglomérations. Et pour cela, on doit quand même vous donner certaines explications. Après notre petit passage en salle, nous revoici devant le camion. Vous constatez que la clé elle a changé si vous avez été utilisateur de l'Actros 4. Nous avons juste ouverture, fermeture. On appuie sur l'ouverture. L'intérieur ici est resté similaire à l'Actros 4, donc nous avons toujours le réglage du volant qui se trouve le petit bouton gris au-dessus du repose-pied. Le siège, pareil aussi à l'Actros 4.
Nous avons l'ouverture du coffre latéral ici qui est positionnée sur le plancher. Il faut appuyer 2 fois sur le bouton pour effectuer son ouverture. Et je t'invite maintenant à découvrir l'intérieur. Nous voici à l'intérieur de l'Actros 5 où vous allez découvrir des espaces de rangement au-dessus du cockpit, 2 couchettes à l'arrière ainsi que des espaces de rangement en dessous de la couchette, un espace de rangement de documents en dessous du tableau de bord et ensuite le tableau de bord en lui-même et la tablette que nous allons retrouver ici à droite pour tous nos réglages. La clé, nous devons juste l'avoir à proximité du contact, hein, on peut la déposer ici. Qu'est-ce qui est important dans ces véhicules? Il faut toujours faire un check électronique, donc on n'appuie pas sur le bouton de démarrage à fond, autrement il va directement démarrer. On appuie une première fois, nous avons la position radio où vous allez voir la calandre du véhicule affichée avec un résumé du nombre de kilomètres qu'il a et l'intervalle. On remet la deuxième position, donc on appuie une deuxième fois et là vous voyez tous les témoins qui vont s'allumer et lorsque nous avons plus que le contour et le kilométrique en face de nous, on pourrait démarrer le véhicule. Pour le réglage des rétroviseurs, à la base, quand on met le contact, on a toujours les rétroviseurs qui sont réglés de façon correcte. La première chose que l'on voit ici, c'est on voit une ligne bleue ici qui clignote. C'est une ligne d'aide pour avoir une estimation de la longueur du véhicule. Et nous allons tout d'abord régler cette ligne. Vous voyez que nous avons ici 2 flèches vertes et 2 fois OK. Ça représente le bouton de réglage ici des rétroviseurs. Si je monte, la ligne bleue va monter. Si je descends, la ligne bleue va descendre. Qu'est-il important par rapport à la longueur du véhicule? Je dois placer un repère au sol à la fin de mon véhicule. Ensuite, je vais régler la ligne bleue sur ce repère que j'ai mis au sol. Et quand j'aurai terminé mon réglage, je vais le confirmer avec le bouton ou gauche ou droite pour faire OK. Voilà, j'ai mis mon repère au sol. Je vais maintenant, avec la flèche supérieure, monter la ligne jusqu'à ce repère. Une fois la bonne longueur, je confirme avec OK. Cette ligne maintenant se trouve ici. Quand je vais faire une marche arrière, elle va légèrement s'allonger afin de m'aider à avoir une estimation de la longueur de mon véhicule. Réglage des rétroviseurs. Nous avons, comme dans la version précédente, un rétroviseur gauche, un rétroviseur droit. Ces rétroviseurs, à la base, quand on met le contact, ils sont réglés de façon légale. Ce qui veut dire que la vue qu'on voit dans nos rétroviseurs est la vue légale qu'on a besoin d'avoir. Si je vais sélectionner par exemple mon rétroviseur gauche et je vais vers l'extérieur, à un certain moment, que vais-je voir? Je vais voir un signal ici rouge qui en fait me communique que je ne suis plus dans le cadre légal de ce que je dois voir dans mes rétroviseurs. Si je retourne à droite, après un certain moment, je vois un témoin vert, ce qui veut dire que mon rétroviseur est réglé de façon légale. En cours de route, nous avons aussi une aide pour effectuer le dépassement, où nous avons des lignes jaunes qui vont s'allonger pour nous donner une estimation de distance des véhicules qui arrivent. La ligne supérieure est plus ou moins 90 mètres. La ligne inférieure est plus ou moins 60 mètres. Pourquoi plus ou moins? Parce que l'inclinaison de la caméra aura de l'impact justement sur cette distance, donc c'est une estimation de distance. Du côté passager, nous avons les mêmes lignes et nous verrons durant la conduite que quand on va utiliser le clignotant à droite, nous aurons ces lignes qui vont changer de couleur. Petite note, si jamais je vais régler une position plus externe que la position légale,
je perds mes lignes d'assistance ici qui ont disparu. Donc vous voyez que là, on les a avec le témoin vert. Si je vais une fois à gauche, je les perds. Lors de manœuvre, si vous sélectionnez la marche arrière et que vous voyez ici en haut une flèche qui s'écarte du camion, vous êtes en mode grand angle, ce qui va compliquer les choses pour faire une marche arrière correcte. Si vous voyez ce symbole, éteignez la fonction de suivi de remorque, alors vous aurez une vue normale dans votre rétroviseur. Le volant. Le volant a légèrement changé puisque à l'heure actuelle, tout ce qui est régulateur de vitesse se trouve à gauche du volant. La partie que l'on a à droite commente la tablette tactile que l'on a ici. Donc nous avons le choix d'utiliser ce pavé tactile pour changer les fonctions ou bien de simplement utiliser le doigt sur la tablette comme un iPad ou n'importe quoi. Nous avons aussi des boutons de raccourci par rapport au menu qui se trouve ici. Donc c'est au lieu d'aller chercher avec mon doigt, je peux simplement dire je veux l'éclairage du véhicule, je vais appuyer sur le bouton éclairage. Nous retrouvons ici en dessous encore l'assistant aux lignes, l'ESP, le blocage du différentiel et le niveau de route pour la suspension à air. Passons à l'écran central et ses commandes. On retrouve un pavé tactile au milieu de la commande. On retrouve un bouton Home ou flèche retour. Nous avons le bouton résumé du régulateur, le bouton Set qui est aussi le plus, le bouton Off du régulateur, le sélecteur pour le régulateur de contrôle adaptatif ou non. Donc si j'appuie sur le bouton, nous voyons à l'écran que le véhicule ici à côté du sélecteur de régulateur s'en va. Si je rappuie, vous constatez qu'il revient. Donc avec camion, nous avons respect de la distance entre les véhicules. Sans le camion, nous ne l'avons plus. Nous avons aussi le bouton réglage. Si nous appuyons la première fois, nous avons la possibilité de augmenter ou de diminuer la distance régulée par rapport au véhicule qui est devant nous. Après la mise du contact, la distance est de 50 mètres à 90 km/h. Si j'appuie une deuxième fois sur le bouton réglage, je trouve les paramètres régulateurs et PPC interurbain. Afin de bien comprendre le PPC et ses réglages, repassons 5 minutes en salle. Alors, vous avez certainement déjà tous entendu parler du système PPC. Qu'est-ce que ce fameux système PPC? C'est un système qui est associé au régulateur de vitesse, sachant que les premiers régulateurs de vitesse qu'on a découverts sur les camions ne bloquaient que la vitesse. À l'apparition du modèle MP3, nous avons reçu une marge de vitesse supplémentaire qui permet d'exploiter la masse au maximum et de freiner le véhicule lorsqu'on atteint le total des deux valeurs, comme par exemple ici 90 km/h. Le régulateur de vitesse qu'on avait auparavant, il avait simplement un capteur d'inclinaison, ce qui veut dire que quand le véhicule était en montée, cette montée était calculée et lorsque le compte-tours diminuait à 1000 tours, la boîte rétrogradait. Donc l'on constate qu'en montée, chaque fois que les tours diminuent, la boîte rétrograde, mais sans connaissance, par exemple, qu'il est bientôt à la fin de la côte. Sachant aussi qu'il ne connaît pas la descente qui va arriver devant lui, malheureusement, il va aussi réaccélérer puisque l'on avait les régulateurs qui étaient sur 85 km/h. Ensuite, nous avons le régulateur de l'Actros 4. La première chose différente que l'on peut constater, c'est que nous avons un chiffre supplémentaire qui s'affiche avec une valeur que l'on peut soi-même modifier. Le plus efficace étant de rouler à 85, plus 5, moins 5. Ce véhicule connaît maintenant le relief sur une distance de 2 km devant lui, aussi bien les montées que les descentes, et l'on constate que quand le véhicule va arriver en haut de la côte, comme il connaît la descente, ça lui permet de se faire pousser par la charge
alors que l'on constate que sur le MP3, il se faisait tirer par le moteur. Vous voyez aussi que la distance effectuée en éco-roll sera beaucoup plus prononcée et beaucoup plus élevée que sur les anciennes générations. Et nous avons donc une meilleure utilisation de la masse sur ce modèle MP4. Ensuite vient l'Actros 5. Nous avons toujours la gestion du relief, bien entendu en version améliorée, et quand même un système révolutionnaire d'aide à la conduite qui est le PPC interurbain, qui lui va gérer les virages, les agglomérations, les ronds-points. Mais nous avons bien entendu un système de réglage ici que nous allons tout à l'heure découvrir dans le camion qui est légèrement différent par rapport à l'Actros 4. Nous retrouvons sur le premier cadre la valeur supérieure qu'on avait ici sur l'Actros 4. Nous avons une fonction que l'on peut maintenant délibérément choisir soi-même et avoir une prise d'élan supplémentaire dans les descentes. Nous avons le troisième cadre où l'on met 3 petites barres. C'est équivalent à la valeur négative du PPC de l'Actros 4. Et ensuite, nous avons la vitesse dans les virages et dans les ronds-points pour le PPC interurbain. Et en dernier lieu, nous avons l'anticipation, ce qui veut dire les lâchers de gaz par rapport à tous les événements qu'il peut rencontrer sur la route, comme les ronds-points, les arrêts. Et le dernier petite icône nous permet de reprendre les réglages, les paramètres d'usine. Dans la fenêtre de réglage, nous avons 6 paramètres. Le premier paramètre est toujours en surbrillance. Pour le régler, je descends en bas. Vous constatez que le premier paramètre a une couleur bleue et je peux passer de droite à gauche pour effectuer mes réglages. Le réglage le plus adéquat est 5. Le deuxième paramètre me permet de prendre un élan supplémentaire, une fonction que je peux utiliser sur autoroute éventuellement. À votre choix, le maximum peut monter jusqu'à plus 4. Le troisième paramètre est réglé sur 3 tirets. Le quatrième paramètre est très important. À la prise en main du véhicule, ce paramètre devra toujours être sélectionné au minimum, ce qui veut dire un trait. En fonction de votre type de charge, vous pouvez toujours éventuellement augmenter cette vitesse. Sachez que l'augmentation de ces traits aura une influence sur la vitesse en virage, mais aussi sur la vitesse que va effectuer le véhicule sur les ronds-points. Je vous conseille donc fortement de toujours commencer avec un minimum de vitesse en virage. Le dernier paramètre est le paramètre d'anticipation, donc la décélération vers les événements de circulation, à mettre au minimum sur 3 tirets. Le paramètre suivant vous permet tout simplement de réinitialiser et de repasser aux paramètres d'usine. Lors de la mise du contact, nous avons l'écran ici activé avec toujours au milieu en surbrillance le système d'aide à la conduite. Nous avons ici devant nous les paramètres que nous allons utiliser ou les informations que nous allons utiliser journalièrement. Nous allons les parcourir. Nous allons commencer par le premier qui nous donne la pression d'alimentation, le deuxième qui nous donne le kilométrage total du véhicule, le troisième qui nous donne les données statistiques par rapport à la consommation, par rapport à cette consommation aussi l'autonomie que nous avons encore en carburant et en AdBlue. Nous avons de nouveau les systèmes d'aide à la conduite, les informations des temps de conduite, les informations du téléphone, de la radio, le niveau d'huile moteur et la température du liquide de refroidissement. Lorsque nous appuyons sur le bouton OK, nous avons bien entendu ces informations de pression d'alimentation. Si je veux retourner vers le menu principal, j'utilise la flèche Retour avec la petite maison sur le bouton. Je reviens toujours, quand je fais retour sur la maison, toujours sur mon menu d'assistance conduite.
Ensuite, je peux retourner sur le kilométrage, j'appuie sur OK, où nous avons la distance effectuée par le véhicule. Si maintenant je vais descendre, je vais passer chaque fois au paramètre suivant. Par définition, lors de la mise du contact, nous avons les informations de consommation depuis départ. Ces informations vont rester actives pendant 24 heures, ce qui veut dire qu'après 24 heures, nous allons de nouveau avoir les informations 0 km, 0 consommation. Vous voyez que nous avons aussi 3 petites boules, dont une qui est blanche, la première, 2 qui sont encore grises, ce qui veut dire que nous avons encore des sous-menus. Pour activer ces sous-menus, j'appuie sur le bouton OK et je vois un cadre en surbrillance. Ce qui me permet maintenant d'accéder au menu que je trouve ici à droite, qui est depuis la remise à 0,1 et j'ai un supplémentaire aussi depuis la remise à 0,2. Qu'est-ce que nous avons comme information là-dedans? Nous avons l'information bien entendu de la distance, le nombre d'heures que le moteur a tourné en conduite et à l'arrêt, la consommation moyenne du véhicule, totale, seulement la conduite, et aussi le nombre de litres consommés à l'arrêt. Si je veux retourner au premier menu, je remonte, je retourne à gauche et je me retrouve de nouveau sur mes valeurs depuis départ. Pour sortir de ce menu, je refais la flèche retour. Je vais ensuite continuer à parcourir le menu. Qu'est-ce que je trouve sur cet écran-là? À côté du volant, nous avons le dernier temps de conduite. Après, nous avons un calendrier avec le chiffre 1. C'est le temps de conduite de la journée. En dessous, nous avons un calendrier avec le chiffre 7. C'est le temps de conduite de la semaine. À gauche, nous avons le symbole pause. C'est le dernier temps de repos effectué. Dans la partie inférieure, nous avons une barre qui va jusqu'à 10 heures en fait. Et ça, c'est le temps d'abord de conduite de la journée, avec à l'arrière 2 petites boules qui sont pour le moment vides. Ce sont les 2 fois 10 heures qu'on peut exploiter sur une semaine. Ce qui veut dire que si je dépasse 9 heures de temps de conduite, une boule deviendra blanche. Si mes 2 boules sont blanches, j'ai déjà pris mes 2 fois 10 heures de la semaine. Le menu suivant est le menu d'assistance. Ce menu d'assistance devra être activé pendant la conduite, car le PPC interurbain ne peut me communiquer les informations que si je me retrouve sur ce menu-là. Le menu suivant me donne l'autonomie que j'ai, carburant, AdBlue, ainsi que la consommation instantanée du véhicule. Le suivant est prêt pour la téléphonie, ce qui veut dire que si je raccorde mon téléphone avec le système, nous avons là tous les appels en absence, les appels donnés, etc. Nous avons les informations de la radio, donc le poste qui est sélectionné. Le niveau d'huile est correct. Vous constatez que parfois le véhicule va nous demander d'ajouter de l'huile. Qu'est-ce qui est important? C'est toujours faire un check sur le niveau d'huile avec le niveau du véhicule qui est bien entendu sur un niveau plat. Nous nous trouvons pour le moment sur une pente, raison pour laquelle nous demandons d'ajouter 3 litres d'huile. Ensuite, température du liquide de refroidissement et nous retournons sur le premier menu qui est la pression d'alimentation. Si je fais retour, je me retrouve de nouveau sur les systèmes d'aide à la conduite. Voyons plus en détail les fonctions que nous avons à droite ici du volant. Volume plus, volume moins. Le bouton muet pour couper le son immédiatement, décrocher le téléphone et raccrocher le téléphone, ainsi que le bouton maison pour retourner sur le menu principal. Alors nous avons dans ces menus principaux, si on va défiler vers la droite, on voit qu'on a plusieurs menus qui chaque fois se mettent en surbrillance s'ils sont sélectionnés. Nous allons tous d'abord commencer par le premier menu qui est la climatisation. Ce pavé tactile a toujours cette fonction OK. Qu'est-ce qu'on voit dans la climatisation? Quand le véhicule est à l'arrêt, nous avons plusieurs fonctions.
La première, c'est que nous avons la récupération de la chaleur du moteur. Là, vous voyez qu'il y a écrit reste. Si je sélectionne cette fonction, je vais pouvoir chauffer ma cabine plus ou moins 1h30 grâce à la chaleur résiduelle du moteur. La deuxième fonction qu'on trouve là quand on est à l'arrêt est la climatisation de nuit. Ce qui veut dire qu'on a la possibilité d'utiliser une climatisation sans avoir le moteur qui tourne. Le pavé suivant est le chauffage de nuit. Ensuite, nous avons la recirculation de l'air, le sélecteur automatique de répartition de l'air de la cabine. Ensuite, quand le moteur tourne, nous avons le dégivrage maximum du pare-brise et nous avons le sélecteur de ventilation qu'on peut aussi sélectionner sur automatique. On peut toujours sélectionner tout manuellement en nous-mêmes choisissant par exemple la température ou la ventilation et aussi l'endroit où l'air va sortir, donc en haut, en bas et au milieu. Donc on peut sélectionner tous ensemble ou tous séparément ou simplement choisir la position automatique. Dans le menu commande, je retrouve d'abord les contacteurs, ce qui veut dire les boutons avec l'aide de démarrage en côte, la régénération manuelle, la régénération automatique que l'on pourrait bloquer à l'entrée de site Cveso ou à l'entrée du site ADR, et aussi le mode dégagement. Et le dernier est le bouton Service Call. Ensuite, la partie supérieure, nous avons le correcteur de niveau. Donc nous avons la possibilité de commander la suspension à air du véhicule grâce ici au pavé tactile. Donc on peut monter, on peut l'arrêter ou on peut le descendre. Et nous avons en bas à gauche le même sélectionneur que le bouton poussoir que nous retrouvons sur le tableau de bord ici en bas, qui nous permet de reprendre le niveau de conduite. Dans la programmation horaire, nous trouvons un réveil. Nous retrouvons de nouveau la programmation chauffage de nuit ou clim de nuit que nous avons vu auparavant et la possibilité d'utiliser encore la radio avant d'aller se coucher. Dans le dernier menu, le menu réglage, nous allons trouver les systèmes d'aide à la conduite, tout ce qui est affichage et commande, ainsi que tout ce qui est en rapport avec la connexion de vos appareils mobiles. Premièrement, passons au système d'aide à la conduite. Nous retrouvons le PPC, l'assistant au freinage d'urgence, la détection des panneaux qui nous indiquent les vitesses sur la route, Attention Assist et le mode extra lent. Dans le menu affichage et commande, nous retrouvons le design de l'affichage, la sélection de la langue qui se fait automatiquement par la détection de la langue de la carte conducteur, les unités de mesure qui sont bien entendu chez nous en litres et en kilos, etc. La luminosité de l'écran, nous avons dans cette luminosité de l'écran la possibilité de régler la luminosité générale ainsi que la luminosité des contacteurs, ou bien nous avons la possibilité de régler seulement le combiné d'instruments, le Heat Unit qui est en fait la tablette sur laquelle on est en train de démontrer, et le Mirror Cam conducteur ainsi que le Mirror Cam passager. Dans l'onglet commandes, nous avons le choix sur le clavier, la sensibilité des touch control, les confirmations sonores. Dans le menu audio, nous avons la possibilité de choisir si on veut des messages de navigation et d'infotrafic, si on veut des messages de confirmation sonore du système, qui sont par définition sur normal. Pour le téléphone, nous avons la possibilité de régler le volume de la sonnerie ainsi que le volume de la communication. Nous avons dans le menu heure et date principalement le réglage automatique de l'heure d'été. Une fois que celui-ci est activé, le tachygraphe s'adaptera automatiquement à l'heure été ou heure d'hiver. Okay.
Après le menu commande, nous trouvons le menu statut. Les informations que nous trouvons est la charge sur essieu, principalement sur l'essieu arrière du tracteur. Nous avons aussi la possibilité de voir la charge que nous avons sur les essieux de la remorque. Ensuite, toutes les informations de maintenance du véhicule. Dans les événements, nous trouvons des messages de 3 couleurs. La première couleur est la couleur grise. C'est juste une information. Par exemple, liquide de lave-glace trop bas. Deuxième couleur, couleur orange. Par exemple, une ampoule à remplacer. Troisième couleur, couleur rouge, qui signifie souvent que l'on doit s'arrêter. Dans le menu éclairage, nous avons 2 onglets. Éclairage extérieur et éclairage intérieur. Sur l'éclairage extérieur, nous avons la possibilité d'éteindre les feux. Nous avons une position pour l'allumage automatique des feux, la possibilité d'allumer soi-même ses feux de croisement ou d'allumer seulement ses veilleuses. La sélection des antibrouillards arrière et avant et la possibilité de garder les feux allumés pour une certaine période lors de l'ouverture ou fermeture du véhicule. Sur l'éclairage intérieur, nous avons la lampe de lecture côté conducteur, lampe de lecture côté passager, éclairage principal et éclairage de nuit. Cet éclairage de nuit peut être activé aussi en automatique, ce qui veut dire qu'une fois qu'on va activer les feux de position du véhicule, l'éclairage de nuit s'allumera tout seul. Si nous appuyons sur Off, nous éteignons tout l'éclairage intérieur. Après le menu éclairage, nous avons la navigation. Tout ce qui est en rapport avec votre téléphone quand il est raccordé. La radio. Tous les médias en Bluetooth. Donc si vous avez de la musique sur votre téléphone, vous savez la jouer bien entendu sur la radio. Pour raccorder votre smartphone afin d'avoir des fonctions supplémentaires, vous devez vous raccorder avec un câble USB-C. Le dernier menu, on trouvera dans le futur certainement une application Vanmiem. Nous trouvons aussi dans chaque coin un raccourci. Qu'est-ce que ces raccourcis? Le raccourci maison qui nous amène au menu ici principal. À droite, nous avons le raccourci vers les contacteurs. En dessous à gauche, nous avons un raccourci vers tout ce qui est chauffage. Et à droite, en bas, nous avons un raccourci pour nos favoris. Nous voici enfin prêts à partir. Pour le démarrage, j'ai 2 choix. Ou bien j'appuie sur le sélecteur pendant 5 secondes. Après 5 secondes, le moteur va démarrer. Ou bien je pose le pied sur la pédale de frein et je donne juste une impulsion sur le bouton démarrage. Ensuite, nous avons le sélecteur de boîte de vitesse. Ici, où nous retrouvons D, la marche avant, N, point mort, et R, marche arrière. Nous avons aussi sur ce sélecteur les modes de conduite du véhicule. À l'extrémité, nous avons un bouton poussoir qui nous permet de sélectionner entre le mode A économie plus, A économie et A standard. Quelles sont les différences de ces modes de conduite? En A standard, il est possible de rouler 90 km/h au régulateur de vitesse. En A économie, plus un programme spécifique aux Pays-Bas et à l'Allemagne, vitesse maximum régulateur 82 km/h. Et le mode qu'on utilise nous le plus, le mode A économie, vitesse régulateur limitée à 85 km/h. Les prestations du moteur sont identiques dans les 3 modes de conduite. Comme vous constatez, nous avons maintenant un frein à main électrique. Alors, pour le démarrage, je pose le pied sur le frein, je sélectionne la marche avant et mon frein à main va se désactiver automatiquement. Ce frein à main est reprise par une fonction Halt que l'on voit ici en dessous du sélecteur de boîte de vitesse. Quand je lâche ma pédale de frein, le véhicule reste à l'arrêt
Le seul moyen de le mettre en mouvement est d'appuyer sur la pédale de gaz et le témoin Holt se désactivera. Alors nous sommes à l'approche d'un rond-point et nous avons une fonction très intéressante ici sur les mirror cam, c'est que nous avons un suivi de remorque. Ce qui veut dire qu'à la base, quand je tourne, vous voyez que ici ma caméra suit mes essieux et normalement j'aurai comme vue ceci. Pour avoir les informations de conduite, il est crucial que je sois sur le menu système d'aide à la conduite. Donc si je suis sur le menu central système d'aide à la conduite, j'appuie sur le bouton OK et je vais avoir toutes les informations du PPC interurbain. Je sors ici d'agglomération. Une fois la vitesse de 15 km/h dépassée, j'appuie sur le bouton résumé du régulateur. Vous constatez que la vitesse est de 50 km/h et que nous avons maintenant connexion avec les satellites grâce au témoin PPC. Alors, qu'est-ce qu'on voit comme information? Régulateur adaptatif nous donne la vitesse du véhicule se trouvant devant nous ainsi que la distance à laquelle il se trouve. Sur le régulateur du vitesse, vous voyez que la vitesse sélectionnée est de 85 km/h et que le triangle est de couleur verte. Ce qui veut dire que nous roulons sur la vitesse donnée par la carte intégrée dans le véhicule. Je sors de l'autoroute. Au loin, je vois déjà un panneau qui me dit qu'il y a une agglomération. Je suis sur le menu assistance du PPC interurbain. Donc quand moi je vois une information là-bas, je regarde sur mon écran, vous voyez que le véhicule me dit qu'à 200 mètres, la vitesse est limitée à 50 km/h. Je vois un virage devant moi et le véhicule me confirme qu'il a vu aussi un virage et qu'il va faire ce virage à une vitesse de 40 km/h. Je vois aussi un passage surélevé. Ce passage surélevé n'est pas connu par le véhicule. Ce qui veut dire que moi, je vais maintenant rétrograder avec la boîte de vitesse afin d'optimaliser l'utilisation du frein moteur. J'adapte la vitesse. Fin d'agglomération, 60 km/h. Je contrôle, le véhicule me dit aussi 60 km/h. Je vois devant moi de nouveau un rond-point. Je constate que le véhicule a aussi vu le rond-point. Il va effectuer le rond-point à une vitesse de 21 km/h. Bien entendu, je regarde, est-ce que le véhicule peut faire son travail? Donc, est-ce que la route est libre? Vous constatez que je n'ai toujours pas freiné. Une voiture arrive, je mets un peu de frein moteur, je recoupe le frein moteur et je suis toujours au régulateur. Donc, vous constatez que je prends ici le rond-point, régulateur activé, avec la vitesse qui était donnée par le véhicule avant le rond-point. Je sors du rond-point, j'appuie sur le bouton résumé. La vitesse sélectionnée du véhicule est 60 km/h. Je suis sur une voie unique, c'est correct. Nous voyons au loin le panneau agglomération. On constate que le véhicule en a aussi connaissance. Et juste au panneau agglomération, on roule à 50 à l'heure. Maintenant, admettons que le rond-point n'est pas libre, ce qui veut dire que le véhicule ne va pas pouvoir faire son travail tout seul. Je dois même gérer le freinage. Pour ceci, j'appuie toujours sur le bouton OFF du régulateur. On commence toujours le freinage par la position 1. On rétrograde jusqu'au moment où on entend un bip. Lors de ce bip, on passe en position 2.
et on continue le rétrogradage jusqu'à la position 3. Nous voici arrivés à la fin de cette prise en main de l'Actros 5. N'hésite pas à revisionner cette vidéo au cas où tu en as besoin. Si tu as des questions à propos de cette mise en main, n'hésite pas à nous en faire part ou à poser tes questions au bureau. Je te souhaite une très bonne prise en main et une bonne route avec le Mercedes Actros 5. Van Meegem Logistics, with you everywhere you go.